On est dimanche sur Radio J et tous les dimanches, on a un rendez-vous important. On a un rendez-vous avec l'histoire et Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien et écrivain. Votre dernier ouvrage, Dialogue d'outre-tombe, Staline-Poutine, paru aux éditions Ballant. Quand on s'est quitté la semaine dernière, vous voyez, j'oublie pas, je garde tout en tête, on parlait de Stalingrad et c'est le moment où on allait basculer à propos du comité antifasciste juif et de sa décapitation. Je vais vous dire, Stalingrad, c'est le sommet de l'affinité entre les Juifs et la Russie, entre l'URSS et la Russie. Parce qu'à l'époque, Juifs. tout d'abord, entre l'URSS et les Juifs. Les Juifs et l'URSS et les Juifs. Je dois vous dire que là, après Stalingrad, Staline a compris qu'il a gagné la guerre. Staline, dans le livre, je raconte comment il gère ça. C'est vraiment shakespearien, les pages, quand il négocie tout ça. C'est au-delà de ça, mais je dois vous dire qu'à partir de Stalingrad, il réfléchit, parce que vous comprenez, l'esprit de la guerre, c'est un esprit très dangereux pour lui. C'est un régime, on a dit unité, c'est un régime dans réalité totalitaire à outrance. Les Juifs, les Russes, les Ukrainiens, ils ont été tous, en tout cas la majorité pour les Russes et les Juifs, avec lui dans la lutte contre Hitler, mais ils ont gagné la guerre. C'est pas seulement Staline qui a gagné la guerre. C'est 27 millions de gens qui ont péri dans la lutte contre les nazis. Autrement, sans Stalingrad, Hitler aurait été là. Mais Staline comprend que c'est un autre esprit qui est né. Vous savez, quand j'ai préparé cette chronique, je dois vous dire, j'ai relu les lettres, notamment des gens d'origine juive qui sont envoyés là-bas, qui sont répertoriés d'ailleurs. Les lettres, elles sont, vous savez, regardez les lettres, elles sont publiées maintenant. C'est étonnant leur esprit de la liberté. Ils ont attaché à la liberté le vent le précurseur de la liberté et de changement était là. On a gagné la guerre, on a détruit le mal absolu qui est le nazisme, et à ce moment-là... Comme au moment de la Révolution, c'est-à-dire il y a une volonté... Il y a une volonté absolue. Et à ce moment-là, Staline, il a dit non. Il y a son discours de la fin de la guerre, il s'adresse tout d'abord aux militaires. C'est un discours assez étonnant. Quand il dit « Je lève mon verre au grand peuple russe, les autres peuples auraient nous refoutu dehors, tous ces dirigeants qui ont créé des problèmes au début de la guerre. Nous, le peuple russe, il avantage les Russes par rapport aux autres, la première chose. Et il dit aux militaires, c'est pas vous qui ont gagné la guerre, c'est les simples soldats qui ont gagné la guerre. Mais je dois vous dire, à partir de ce moment-là, il faut faire le choix. Déjà, quand il est au sommet du pouvoir, il y avait un nouveau élément qui arrive. Le nouveau élément, c'est lié avec le fait qu'il y a un rideau de fer qui tombe, qui est la guerre froide qui tombe. L'alliance qui a réuni toutes les grandes puissances autrefois dans la lutte contre les nazis. Et le comité antifasciste avait été envoyé à l'Ouest. Le comité antifasciste, il était symbole de cette affinité à travers le monde de l'alliance avec les Occidentaux, etc. Vous savez, c'est les gens... extraordinaire. C'est-à-dire qu'au moment où il en avait eu besoin pour gagner des gens, on a miroité même, vous savez, que la création de foyers juifs en Crimée, vous le savez bien. Et puis peut-être aussi que le comité antifasciste juif, c'était quelque chose qui affichait très fortement l'antinazisme, déjà par l'antifascisme, et ensuite par juif. C'est aussi une opération de communication. C'est une opération de communication formidable qui a eu des répercussions majeure, parce que je vous dis que la bombe atomique a été transmise consciemment par les scientifiques d'origine juive à Staline, parce qu'il considérait que c'est le pilier de la lutte contre les nazis. Mais bref, à partir de 1945, ça commence. Évidemment, il commence à réfléchir, il n'a plus besoin, il y a la tension avec l'Occident, il n'a pas plus besoin de ça. Il y a un épisode que je raconte dans le livre terrible. Il n'a plus besoin de ça, mais surtout...
y a un effet de paranoïa aussi. Il y a l'effet, vous savez, dans Staline, on dit paranoïaque. De Staline, je vais vous dire, c'est un ordinateur. J'ai étudié, j'ai fait ça veut dire, livres. Quand vous dites c'est un ordinateur, ça veut dire il envisage toutes les options. Il envisage beaucoup de choses. Vous savez, paranoïa, c'est une partie minime de personnage. C'est pas le truc qui est déterminé. C'est un calcul qui a compris qu'il y a un danger, de l'esprit universaliste, un danger de l'esprit ouverture vers l'Occident. Il y a un point... Vous voulez dire que, en fait, pragmatiquement et froidement, puisque c'est un ordinateur, les mêmes raisons qu'il avait poussé à créer le comité antifasciste juif, qui a été une opération de communication, vous l'avez dit, sans précédent. C'est un danger pour l'intérieur. Ces mêmes raisons le pousse à liquider. Il mise désormais sur le nationalisme russe, reconstitution de ça. Il y a les deux symboles de ça. Il y a deux personnages. Tout d'abord, cet épisode tragique, il a fait tuer ce génie de l'art dramatique qui était Mikhaël, c'est un très grand acteur, c'est abominable l'histoire, si vous lisez dans le livre, je raconte ça. Et puis, il y a un épisode qui était directeur du théâtre yiddish extraordinaire Moscou. Acteur, vous savez, le roi Lear, il y a un film d'ailleurs qui existe dans l'internet, c'est un acteur, vous savez, c'est un des plus grands acteurs du XXe siècle, mais il l'a fait tuer d'une manière abominable, c'est une petite vraiment, parce qu'il était écrasé par la voiture, soit disant on a simulé l'accident de la voiture, et puis l'arrestation quand même de la femme de numéro 2 de régime, Jemtchougena. Je vous ai raconté quand on a parlé des égéries juives, c'est une femme qui a joué un rôle essentiel d'establishment russe, admiratrice de Staline absolue, mais elle était copine d'enfance d'ailleurs, puisqu'ils sont tous nés. Mais les autres membres... Avec Golda Meir, et Golda Meir était ambassadrice là-bas, ils parlaient. Et c'est ça aussi qui fait basculer les choses. Quand ils voient la ferveur des Juifs qui sont allés... Il y a la ferveur des Juifs, mais à l'époque, ils hésitaient encore. Parce qu'à l'époque, il y avait une légion, faites attention, parce que, vous savez, Staline, c'est un des créateurs de l'État Israël, et les premiers, les grands dirigeants d'Israël, ils ont été marqués par l'expérience de l'Union soviétique. Bien sûr. Il suffit de prononcer le mot kibbutz. Kibbutz, voilà. Kibbutz, c'est quelque chose. Voilà. Quelque chose, mais vous savez, j'ai eu la chance de connaître certains dirigeants de l'époque, dans les années 70, c'est extraordinaire leur intérêt vers la culture russe et vers le marxisme. C'est les grands dirigeants sionistes. Et vous savez, je vais vous dire, les choses comme ça. Et après, s'il y a un basculement, ils décident de faire les nouveaux purges, à mon sens. Et cette fois-ci, c'est le mot cosmopolitisme qui est là. Et la liquidation totale de la judéité. De la judaïté, d'une part, et d'autre part, ce procès qui était lancé contre les grands médecins, souvent d'origine, pas tous juifs, mais quand même la majorité était juifs. Ça prend une connotation absolument antisémite. On m'a raconté qu'il y avait même décret de déportation des Juifs de Moscou qui devait être signé le jour de sa mort, qui était sur sa table. Mais Dieu a voulu, c'était une grande fête religieuse juive, Dieu a voulu qu'il était terrassé ou tué au début de mars 1953. Staline est mort. Et là, vous voyez quelle bascule vers la liberté. L'esprit de l'affinité au moment de la Révolution et pendant la Deuxième Guerre mondiale, et après ce retour en arrière qu'on connaît tous et on est tous bouleversés par cela. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, qu'on retrouve bien sûr dimanche prochain sur Radio J. Votre dernier livre paru aux éditions Ballant, Dialogue d'outre-tombe, Staline, Poutine. Merci beaucoup.